Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez là? Oui, Joël, on t'entend. Très très bien. Oui, parce que je croyais que j'avais le micro coupé. Eh Je, bien oui, je crois qu'il était coupé. je disais à propos du nanomètre que c'est une unité de longueur qui est très petite et qui nous intéresse beaucoup pour la constitution des gans, hein. Et c'est le milliardième de mètre. Donc c'est tout petit petit. Et je disais à l'instant que c'est pour un grammage moyen d'une feuille de papier, l'épaisseur de cette feuille fait 100 000 nanomètres. Donc c'est beaucoup pour la feuille et très peu pour les gans. La couche nanométrique de carbone. Alors la couche de carbone, elle est forcément nanométrique quand on crée sur un support une couche qui a l'épaisseur d'un atome de carbone. C'est vraiment ce qui se passe quand on fait les manips que je vais vous décrire ce soir et dans les prochaines sessions. Donc on est dans le millionième de millimètre. Alors on dit qu'elle est monoatomique ou monofeuillée ou bidimensionnelle parce qu'en fait elle a l'épaisseur d'un atome et elle est bidimensionnelle parce que l'épaisseur est très faible par rapport aux deux autres dimensions de l'atome. Alors quand on regarde un atome de carbone, la couche de carbone est transparente, elle est vraiment à 97, plus de 97% transparente, et elle est très flexible. Sa résistance électrique est nulle à 20 degrés, et il n'y a donc pas d'opposition au passage des électrons dans les couches. Et quand on fait la superposition, c'est-à-dire l'empilage de milliers de couches avec les procédés que je vais vous décrire, eh bien, on passe à des couleurs différentes, c'est à savoir que l'opacité augmente et on obtient un gris argenté. Le gris argenté, on l'a souvent avec le chalumeau, ou en noir mat quand on utilise la soude. Donc, les couches vont se juxtaposer les unes sur les autres jusqu'à créer plusieurs milliers de feuillets de carbone. Ça, c'est au fur et à mesure qu'on va passer le chalumeau, comme je vais vous le faire ce soir, ou qu'on va faire le traitement à la soude, que vous verrez dans 15 jours. Alors, cette histoire de juxtaposition de couches de carbone, c'est quand même assez connu dans l'industrie de pointe, hein. Et on appelle ça du graphène, hein, et il y a beaucoup de recherches là-dessus qui vont sûrement amener des avancées technologiques pour le public, le grand public, on va dire, puisque ça va affecter tous les écrans, les téléphones et différents capteurs qui sont utilisés dans l'industrie et même au niveau des voitures, par exemple. Donc, ce qui est un petit peu rigolo, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'investissements financiers, bien sûr, dans cette technologie, hein, vous en doutez. Et nous, on s'est réalisé un revêtement efficace, beau, facilement à peu de frais, grâce aux enseignements techniques de M. Kesch et de son équipe.
Alors, le nanocotage, bien sûr, c'est la première étape de la création dans la technologie plasma, que ce soit pour préparer les bobines d'une unité Magrav, hein. Alors, certains d'entre vous que je connais et que j'ai vu sur la liste là savent ce que c'est. Les bobines intégrées dans les bracelets pour la santé, les bobines ou les plaques pour la préparation des setups au niveau des gants ou tout autre matériel. C'est ce que nous allons voir ce soir. Alors, avant toute chose, il y a un petit rappel dans le bas de la diapo qui est en rouge, hein. C'est obligatoire. Le port de gants est indispensable pour toutes les manipulations. C'est-à-dire, dès l'instant où vous allez commencer à toucher du cuivre, eh bien, ce cuivre, vous n'allez pas pouvoir le toucher à main nue parce que vous allez de suite le polluer par bon, des traces de doigts. On a toujours sur la peau euh, des choses qui sont pas très nettes par rapport à la taille du nanocotage. Donc, il faut faire très attention à ça et surtout ne pas polluer. Donc, je vous conseille de mettre des gants de style laboratoire ou les MAPA qui sont très très fins et qui épousent bien vos doigts pour pouvoir manipuler avec beaucoup d'aisance. Et surtout les changer quand ils sont un peu fatigués. Alors si on revient sur l'exemple du gaz de CO2 qu'on a vu dans le premier module, hein, vous vous souvenez qu'on avait un setup, c'est-à-dire une préparation dans un bac avec du bac, hein. Et ce nano-revêtement qu'on va décrire ce soir, on va commencer, hein, est nécessaire pour la préparation du setup. Parce qu'en fait, comme vous vous rappelez bien, ce que je vous avais décrit l'autre jour, il abaisse la masse atomique du cuivre pur, puisque le cuivre va être revêtu de carbone, et sa masse atomique qu'on connaît maintenant passe de 64 à 59. Il crée donc un déséquilibre entre le zinc et le cuivre, puisque le zinc est toujours à 65 et le cuivre, nano, à 59. Et donc, par voie de conséquence, il y a un champ de carbone qui se crée dans le setup qui a une valeur de 6. C'est indispensable, cette opération. Alors, bien sûr, il y a deux méthodes principales, enfin, après il y a des ramifications, mais il y a deux méthodes principales pour réaliser le nanocotage. Il y a le revêtement au chalumeau. Bon, ça s'est fait au chalumeau. Le chalumeau, c'est un bien grand mot, hein. C'est surtout les lampes à souder qui montent à 2000 degrés. C'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'a pas besoin de chalumeau qui sont encore plus puissants parce que là, on détruirait, je pense, le cuivre, hein. Et ensuite, on a le revêtement à la soude. Le revêtement à la soude, c'est ce que recommande la Fondation, bien sûr, hein, parce qu'on a une belle homogénéité. Comme je l'avais décrit l'autre jour, on a aussi un nombre de couches assez important. On va le revoir là. Et après, c'est une question de choix. Alors bon, il faut bien réfléchir, c'est pour ça que j'ai fait ce diapo, il faut bien réfléchir à savoir ce qu'on va faire, quels sont les domaines d'utilisation, est-ce que j'ai besoin d'un nanocotage rapidement, est-ce que j'ai le temps finalement de plusieurs semaines pour peaufiner ce nano-revêtement. Donc il faut se poser la question avant de commencer, parce qu'une fois que c'est commencé, on verra qu'il y a pas des impossibilités, mais il y a quand même des sens interdits, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir d'un type de traitement à l'autre, globalement, bien qu'il y ait des petites échappatoires, mais qui ne sont pas recommandées. Donc, si on regarde les principaux avantages et inconvénients des deux méthodes, je prends la lampe à souder. Bon, on va avoir un aspect de revêtement où on va avoir un gris, ça peut être gris à noir argenté, avec un grain très fin. Et ça, c'est très sympa parce que on peut avoir des revêtements qui sont magnifiques et qui peuvent directement être utilisés, par exemple, pour les magraves. Alors, bien sûr, ce procédé est très rapide. Enfin, très rapide. Je devrais enlever très parce qu'il est rapide, on va dire, parce qu'il y a quand même du temps à passer dessus pour bien le faire. On peut rattraper aussi les erreurs, c'est-à-dire que si on chauffe trop, on peut revenir sous certaines conditions, bien sûr, hein. Et surtout pour éviter de dégrader le cuivre, il y a quand même des précautions à prendre. On n'a pas d'opération de fin de traitement. Alors ça, bon, on en parlera après, mais vous allez vite vous rendre compte que cette version, cette méthode-là est quand même beaucoup plus simple que celle à la soude.
Alors les inconvénients, eh bien sûr, il y a, comme pour tout, il y a des avantages et des inconvénients. Là, il faut parfaitement maîtriser la température de la flamme de la lampe à souder, ainsi que la vitesse de déplacement. Parce qu'il faut vraiment être rigoureux là-dessus, avoir une vitesse de déplacement constante, un positionnement de la flamme par rapport, par exemple, à une bobine que vous êtes en train de côté qui est vraiment aussi constant. C'est important. Et il faut être aussi attentif au sens de déplacement. Ça, on y reviendra après aussi. Je vous indiquerai pourquoi. Alors, l'inconvénient, c'est aussi le nombre de couches. Le nombre de couches, eh ben, il est vraiment inférieur à celui obtenu avec la soude, mais en fait, on a quand même déjà 35 000 couches, ce qui est pas mal, hein, puisqu'on peut faire circuler quand même les électrons et le plasma, bien sûr. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Bon, mais là, on va voir tout de suite qu'avec la soude, on peut avoir pratiquement, pas le double, mais presque. Donc, c'est encore plus intéressant pour la circulation du plasma. Alors, bien sûr, on peut se brûler. Ça, il faut faire attention à ça parce que on a tout de suite, on est tout de suite tenté de toucher la bobine parce que si elle bouge un petit peu, eh bien, on va essayer de la recaler. Là, on peut se brûler vraiment. Hein. Et puis, il faut faire attention aussi parce que ce revêtement est fragile. Ça veut dire que la bobine, il ne faut pas la faire tomber, il ne faut pas la cogner, il ne faut pas la frotter. Il faut prendre beaucoup de précautions. C'est comme si vous aviez un petit bébé dans les bras. Hein. Là, il ne faut pas le faire tomber non plus. Alors, la soude. La soude, bien sûr, c'est la méthode recommandée pour le meilleur résultat. Ça, c'est la fondation qui la recommande, bien sûr. Hein, mais euh, on verra qu'il y a des petites variantes à tout ça. On peut faire des choses à la soude aussi, mais par exemple à la soude froide, on en parlera plus tard parce que là, c'est une méthode qui n'est pas reconnue par la fondation officiellement. Alors la soude, eh l'aspect du revêtement, il est noir mat, hein, avec des grains plus gros qu'avec une lampe à souder, bien sûr. Hein. Mais on a vraiment, en termes d'avantages, beaucoup de couches, puisqu'on en a près de 60 000. On a un revêtement qui est très solide. On a un résultat garanti, bien sûr, en termes de couches, mais aussi en termes de régularité, puisqu'on a un bain de soude et le bain va carrément imbiber toute la pièce, puisque la pièce sera, vous le verrez plus tard, noyée dans la solution caustique. Par contre, alors les inconvénients, et là je peux vous en parler puisque moi je fais les deux, c'est que la mise en œuvre est très lourde. Les opérations sont longues, méticuleuses, il y a de la préparation, il y a un certain positionnement si on veut faire les choses comme il faut. Le positionnement, c'est-à-dire que dans le bac, on va mettre les bobines d'une certaine façon. En fin de traitement, on verra qu'il y a des opérations à faire aussi. Et bon, il y a quand même cette histoire de sécurité de manipulation aussi, parce que le port d'équipement individuel, alors j'entends par équipement individuel, en priorité les lunettes, en priorité les gants. Alors, ce n'est pas des gants, comme je vous ai écrit tout à l'heure, il faut des gants de chimie, c'est-à-dire des gants qui sont très épais, en caoutchouc. On trouve ça, je pense, dans les fournisseurs pour bricolage. Il faut vraiment prendre une bonne qualité. Je vous le conseille parce que vraiment, c'est primordial. Alors, certains diront que bon, se brûler avec de la soude, c'est pas dangereux. Moi, je me suis brûlé plusieurs fois. Je peux vous dire que les brûlures, c'est quand même très, très costaud. Alors, on peut mettre un peu de citron dessus pour atténuer, mais enfin, bon, j'y crois pas trop. Il vaut mieux il vaut mieux vraiment se laver les mains à grande eau. Ou, moi, je me suis brûlé à un œil une fois. Il faut se rincer l'œil, c'est le cas de dire. Dans ces conditions-là, parce qu'autrement, on court à des ennuis. Est-ce que vous avez des questions tout de suite qui vous viennent à l'esprit à propos de ça? Je n'entends rien, donc je pense que ça va. Continue.
Les domaines d'application. Alors, bon, pour la lampe à souder, bien sûr, la lampe à souder, c'est un principe, une méthode qui va beaucoup plus vite que la soude. Donc, dans les situations d'urgence où le temps est compté, toujours pareil, hein, moi je pense surtout aux situations où on a vraiment besoin, par exemple, d'un gant de CO2 ZNO qu'on peut fabriquer assez vite. On va préférer d'un autre côté avec un chalumeau, enfin une lampe à souder, plutôt que de se lancer dans de la soude, à condition d'avoir de la soude, c'est compliqué, quoi, hein. Donc, je pense que là, tous les bons bricoleurs ou tous les adeptes de cette technologie ont une lampe à souder chez eux. C'est pas cher et ça permet quand même d'avoir sous la main la possibilité de pouvoir nanocoter rapidement. On peut revêtir les bobines et les condensateurs des unités Magrav, hein. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein. Il n'y a aucun problème, à condition, bien sûr, de maîtriser la technique avec la lampe à souder. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il faut avoir la dextérité je dirais, ce qui se rapproche le plus d'un peintre automobile ou d'une personne qui fait de l'aérographe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu travailler ces gens-là. Ils ont une souplesse dans le poignet et puis une façon de manipuler le pistolet qui est très très proche de celle qu'il faut pour la lampe à souder dans le cas d'un cotage. Et c'est vraiment un entraînement qu'il faut. Et moi, ce que je vous propose, c'est vous bobiner, peu importe, et vous achetez un petit peu du fil de cuivre, de 5 par exemple. Vous le bobinez, alors soit à la main, soit avec une visseuse. On ne va pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas le topic de ce soir, mais vous pouvez faire un bobinage d'une vingtaine de spires. Peu importe si elles sont serrées ou pas, vous faites une bobine avec deux bouts qui dépassent, assez longs, et vous suspendez votre bobine et puis vous vous entraînez. Alors voilà, donc on va voir tout ce qui se passe quand on passe cette flamme sur le cuivre. Mais moi, je vous conseille de faire ça. Moi, j'ai commencé comme ça avec Adil. Ensuite, j'ai fait beaucoup de nanocotage. J'ai voulu me rendre compte de l'influence qu'il y a quand les bobines sont aspire-jointives, ce qui se passe si elles ne sont pas aspire-jointives, qu'est-ce qui se passe quand on a une bobine à l'intérieur d'une autre bobine pour celle qui est à l'intérieur, est-ce qu'elle est bien aussi revêtue? Donc j'ai fait beaucoup d'expériences. Et bon, je pense que c'est une très bonne méthode quand même. Par contre, comme je le précise, la phrase qui est sur la diapo, ça ne se prête pas au nano-revêtement des plaques de cuivre. Parce que les plaques de cuivre, vous imaginez un rectangle, si vous voulez faire quelque chose de bien homogène, c'est-à-dire bien régulier, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Parce que les plaques de cuivre, il faut que le nanocotage dessus soit bien régulier, c'est-à-dire qu'on ait des bonnes épaisseurs adaptées de, de carbone sur toute la plaque. Et bon, si vous faites ça à la lampe à souder, vous avez de grands risques de ne pas avoir l'homogénéité souhaitée. Ensuite, c'est très important aussi, on ne peut pas rattraper des pièces revêtues à la soude. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, à la soude, on verra ça dans 15 jours, mais il se peut que au niveau de la soude, vous ayez des soucis. C'est-à-dire que, bon, un bain de soude, ça se rate aussi, hein. Moi, j'en ai raté, hein. Et je pense que d'autres aussi. Et là, il est hors de question de revenir rattraper ça avec le chalumeau. Alors, pourquoi? C'est tout simple. C'est que bon, le procédé de soude, c'est un procédé chimique qui va agresser le cuivre et qui va lui permettre de créer les couches de carbone. Ça, c'est un fait. Vous ratez votre soude. Si jamais vous passez une flamme dessus, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le cuivre va se dilater et va casser, en se dilatant, il va casser les couches de carbone que vous avez mises avec la soude, que vous avez créées avec la soude. Donc, c'est pire qu'au départ, quoi. Donc, il ne faut jamais faire ça. Ensuite, bon, mais la soude, hein, alors je ne fais pas de publicité pour Spado, là, hein, mais c'est la soude que j'utilise, moi, que j'achète dans les grandes surfaces de bricolage, hein, parce qu'elle est pure.
à 99,9%. Donc c'est intéressant. Il n'y a pas de limitation d'application pour ce procédé, bien sûr à condition de respecter le processus que je vous proposerai la prochaine fois. Et puis surtout d'effectuer un rinçage. C'est pas un rinçage, c'est plusieurs rinçages, beaucoup de rinçages pour éliminer toute trace de soude. Parce que quand on met, je vous l'ai déjà dit ça, quand on met dans une solution saline une pièce, une bobine ou une plaque qui a encore des traces de soude, vous allez créer quelque chose qui n'est pas un gans. Hein. Et donc, c'est préjudiciable à la qualité de ce que vous voulez rechercher. Puis vous serez déçu au bout du compte. Alors, dans le principe du nanocotage au chalumeau, c'est très simple. On crée une dilatation des molécules de cuivre et on provoque par ce choc thermique un revêtement de carbone sur toute la surface du cuivre. Alors les couches vont s'empiler au fur et à mesure, hein, et puis on va créer plusieurs dizaines de milliers de couches de carbone. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est le principe. Alors, d'abord, on va commencer par regarder au niveau du nanocotage chalumeau, quelle flamme avec quel gaz. Alors, la flamme d'une lampe à souder qu'on peut acheter dans le commerce maintenant, bon, elles sont vendues pour, ces lampes à souder sont vendues pour 2000 degrés, mais en fait, la température maxi, c'est 1800 degrés. Alors, les 1800 degrés, ils sont situés dans la... Je ne sais pas si vous voyez ma souris, je ne pense pas que vous puissiez la voir. Mais Si. oui, c'est ici, là, vous voyez, c'est là, à la frontière rouge. Là, on a 1800 degrés. C'est très ponctuel. Hein. Et en plus, quand la bonbonne de gaz commence à faiblir, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus beaucoup, eh bien, on a des surprises et puis on n'a plus les 1800 degrés. Alors, heureusement, on n'a pas besoin de 1800 degrés. Si on avait besoin de 1800 degrés, on n'aurait pas une lampe à souder comme ça en prenant un chalumeau. La température requise pour revêtir le cuivre, eh bien, c'est entre 630 et 650 degrés. Alors, bien sûr, c'est très précis. Hein. C'est très précis parce que au-delà, on va avoir des conséquences qui sont pas désastreuses, mais qui sont problématiques pour la suite de la passe qu'on fait avec le chalumeau. Hein. Et je vous ai mis la température de fusion du cuivre à titre informel, hein, c'est un peu plus de 1000 degrés. Hein. Donc vous voyez qu'on est assez loin, mais ce qui se passe entre la température requise de 630 degrés et cette température de fusion, c'est que le cuivre, lui, il évolue. Alors, en termes de métallurgie, on parle de changement de phase, c'est-à-dire ce sont des petits arrangements de moléculaires qui, sont préjudiciables un petit peu à ce qu'on va faire nous, sans entrer dans les détails. Donc, il faut donc s'entraîner, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour connaître déjà la lampe à souder. Vous avez votre lampe à souder chez vous. Je suis pratiquement certain que vous avez fait comme moi avant d'entrer dans cette technologie. Vous vous en servez pour faire des soudures à l'étain, peut-être, hein, d'accord, mais enfin, vous ne vous jamais soucié de comment tenir la lampe pour prouver que ça fasse la soudure. Là, il faut vraiment s'entraîner. Je vous dis, faites-vous des petites bobines, entraînez-vous. Même si après vous passez à la soude, c'est une très très bonne école pour avoir la maîtrise de ce qu'on a à faire. Et bien sûr, au fait, vous avez à chaque fois la bonne intention. C'est très très important d'avoir la bonne intention pour, euh, pour faire quelque chose de beau. Donc, il faut vérifier la bonne position de la flamme par rapport à la pièce, la bonne température, et après, c'est la vitesse de déplacement, l'histoire du peintre en bâtiment ou en automobile ou du gars qui fait de l'aérographe. Là, c'est pareil. Hein. Il faut avoir une vitesse de déplacement constante. Alors, vous allez me dire, c'est quoi constant? Eh bien, moi, j'ai encore fait une expérience pour justement préparer ce cours pour être bien conforme à ce que disait M. Kesch, parce que je voulais avoir des certitudes. Et en fait, l'ordre de grandeur, c'est 1 cm par seconde. Ça peut vous donner déjà une idée. Et ensuite, bon, quand vous vous entraînerez, vous verrez comment ça se passe pour vous. Et vous verrez que si vous faites cette vitesse-là, à peu près, hein, c'est au doigt mouillé un petit peu tout ça. Hein.
vous éviterez la surchauffe de la pièce. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, si vous restez là en position statique devant la pièce, eh bien, elle va commencer à rougir. Et quand le cuivre est rougi, le revêtement est détruit. C'est-à-dire que le revêtement que vous essayez de faire, ou celui que vous avez fait plus haut, il ne va pas être altéré. Par contre, dans la zone où vous avez rougi, c'est fichu. Donc, il faudra recommencer. Heureusement qu'on peut recommencer. Et repasser dessus avec la bonne température. Le gaz. Alors, le gaz, vous savez que, ou vous ne savez pas, c'est que le gaz, on pourrait dire les gaz, parce que quand on fait de la soudure au chalumeau, ou même à la lampe à souder, on peut avoir plusieurs types de gaz. Mais la lampe à souder, idéalement, c'est le butane. Pourquoi? Parce qu'il donne une température correcte pour ce qu'on a à faire, et c'est surtout une température, une bonne stabilité. Parce que là, la lampe à souder, vous ouvrez le bouton, vous allumez, et puis la flamme arrive, et après, vous n'avez plus rien à faire. Vous réglez votre robinet, et il n'y a aucun problème. Si on utilisait d'autres gaz qui peuvent être combinés ou pas, ils ne sont pas adaptés parce qu'ils ont trop d'énergie. C'est-à-dire que là, vous passez de suite au cuivre rouge sans sourciller. Ça va très très vite. Et donc, ce n'est pas un bon plan. Donc, il faut rester au gaz butane avec une lampe à souder sympathique et vous aurez vos 650 degrés sans problème. Est-ce que vous avez des questions? Bon, je continue. Oui, Joël, c'est Johan, excuse-moi. Ouais. Oui, ben justement, c'est la diapo suivante. J'ai pas de questions, c'est bon. Vas-y. Excusez-moi alors. Ouais, vas-y. Bon, voilà. J'ai essayé de faire des photos. C'est pas facile à faire. Donc, je vous propose donc la méthode pour, après, bien sûr, ayant fait cet entraînement qui va durer plus ou moins longtemps, je vous assure que quelques bobines suffisent. Vous allez prendre le coup de main assez vite. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ensuite, on peut démarrer des bobines, par exemple pour un magrave ou pour un bracelet. Ce que je vous conseille pour les bobines de magrave et pour les bobines bracelet, bien sûr, c'est à la bobine bracelet, il faut faire une petite boucle et ensuite vous pouvez accrocher votre bobine et les suspendre. Et pour les bobines magraves, il y a une surlongueur, ça tout le monde, tout ce qui ont fait des magraves le savent, il y a une grande surlongueur, il faut profiter de cette surlongueur pour accrocher les bobines. Donc, ça tombe très bien qu'il y ait ce fil, dans un cas ou dans un autre, parce qu'il va nous servir à nous entraîner dans la zone de départ. Alors, quand vous allez commencer à passer votre torche le premier coup, on a donc la couleur du cuivre que vous connaissez toutes et tous, mais il va vite changer de couleur. Il va passer à une coloration qui est magnifique, que j'ai essayé de vous photographier sur la diapo qui est, enfin la photo qui est sur la diapo là. Et en fait, il va passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis, d'un seul coup, c'est-à-dire c'est assez rapide, il va basculer dans une couleur luisante, assez uniforme, couleur argent et dans un bleu foncé, c'est magnifique là. Et quand vous êtes dans cette couleur-là, vous êtes à la bonne température. Par contre, il faut commencer la progression sans tarder. Alors, c'est un peu difficile à vous expliquer comme ça avec les mains, et surtout qu'on ne se voit pas, mais le chalumeau, pardon, la lampe à souder, vous la déplacez tout de suite et vous allez voir que le bleu que je viens de vous décrire, il va suivre. C'est-à-dire que sous la flamme, vous allez toujours avoir la coloration arc-en-ciel, mais au fur et à mesure que vous allez vous déplacer, par un effet thermique de refroidissement, vous allez voir ce bleuté qui va arriver. Et là, vous êtes dans le bon plan, il faut continuer. Ne vous focalisez pas sur ces belles couleurs. Faites le job et après, vous aurez tout le loisir de regarder votre travail. Alors, il se peut que dans les premières passes, certaines zones ne soient pas de la couleur escomptée. C'est-à-dire qu'on peut avoir des zones où on reste dans la couleur arc-en-ciel. Ne revenez pas spécifiquement dessus.
vous reviendrez aux prochaines passes. Ça ne vaut pas le coup parce que vous allez recommencer à chauffer un peu du bleu. Ensuite, vous allez, alors le bleu qui est normalement correct, hein, et ensuite vous allez rechauffer la couleur là où vous avez l'arc-en-ciel. Mais bon, c'est du bricolage. Il ne faut pas faire ça. La progression, c'est très important, en particulier au niveau des magraves, hein. Vous savez que dans le magrave, les bobines qui sont les bobines magnétiques maintenant que l'on voit à l'extérieur, avec des bobines, pardon, les bobines gravitationnelles qu'on voit à l'extérieur et les bobines magnétiques qui sont à l'intérieur, on sait que le plasma, il a un sens de progression dans l'unité magrave. Et donc, il y a un fil d'entrée, un fil de sortie. Il faut bien suivre le sens de progression, c'est-à-dire que votre lampe à souder devra suivre le sens de progression, du plasma quand le plasma va circuler dans le fil de la bobine. C'est important parce qu'il y a un arrangement des couches dans cette optique-là qui va se faire tout seul. C'est un des gros avantages de la méthode à la lampe à souder. Ça va se faire tout seul, mais à condition d'être dans le bon sens de progression. Bien conserver la distance entre la zone de la flamme et la bobine. Progresser régulièrement, 1 cm par seconde. On ne revient pas en arrière. Bref, il faut être habile et patient. C'est comme pour tout. Il y a la technologie cache, c'est une affaire de patience. C'est très beau, il faut être vraiment dans une très bonne intention et vous allez voir que ça va se faire tout seul. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors Johan, toujours, hein. Quand tu dis sens de progression, en ce qui concerne les stylos, ça serait de la boucle vers la pointe ou de la pointe vers la boucle? Et en ce qui concerne les magraves, du plus vers le moins ou du moins vers le plus? De l'entrée vers la sortie. Pour les magraves, tu as une entrée, tu as toujours un fil d'entrée. Dans un étage magrave, tu as un fil d'entrée et un fil de sortie. Voilà. Ensuite, pour les stylos, moi, je n'ai pas de stylo à pointe. J'ai appris avec Adil à faire des stylos avec un double bobinage. Là, il n'y a pas de sens. Pardon, pas les stylos, les bracelets, pardon. Les bracelets. Les stylos, on a fait des stylos, on n'a pas de bobinage dans les stylos. Johan, tu m'entends? Oui, oui, bien entendu. Voilà. Donc, je ne sais pas répondre à... Si tu veux, je demanderai, il n'y a pas de problème. À moins que toi, tu saches les choses, mais j'ai des stylos avec des bobines, hein. Bah, c'était juste pour complémenter le cours. Moi, personnellement, j'ai mes méthodes, mais c'était pour savoir si tu avais une méthode bien précise, mis à part pour le magrave, entrée, sortie. Pour les stylos, je me demandais si tu avais une méthode particulière. Donc, comme je te dis, pour les stylos, on ne fait pas de stylos avec des bobinages. Et pour les bracelets qui ont un double bobinage, avec Adil, on faisait ça. On repérait une entrée et on allait jusqu'à la sortie. Mais on ne remontait pas de la sortie vers l'entrée, d'accord? On faisait toujours dans le même sens. Ok? Est-ce que je me fais bien comprendre? Bien compris. Juste une petite précision concernant le nano chalumeau. Quand on passe l'arc-en-ciel, juste parce que vraiment j'en ai fait pas mal, on peut apercevoir la couleur or juste après l'arc-en-ciel. Ouais. D'ailleurs, on la voit sur la diapo un petit peu. Oui, exact. Je n'ai pas réussi à faire quelque chose de bien, c'est très difficile, hein, parce que je tenais la lampe à souder, le téléphone dans l'autre main, enfin, tu imagines un petit peu le travail, quoi. Oui, oui, oui. Voilà. Mais voilà, la couleur or nous signifie bien qu'on est à la bonne température et qu'il faut bouger, quoi. Ouais, ah oui, par contre, il faut bouger, hein, parce qu'après on passe tout de suite au rouge. Alors, je n'ai pas pu faire de photo au rouge parce que je n'avais pas de bobine à sacrifier, mais j'essaierai d'en faire.
Une autre petite question, est-ce qu'il y a eu des process au four qui ont été testés? Non, c'est prohibé par la Fondation. D'accord, c'était une question. Moi, je fais juste comme je te dis. Bon, moi aussi, j'ai beaucoup d'expériences personnelles qui ne sont pas en accord avec ce qu'a dit Monsieur Kesh. Et encore une fois, le cours que je dispense ce soir, c'est le cours d'après les publications de Monsieur Kesh, hein. Donc, moi, je ne veux pas trop m'écarter de ça, mais c'est vrai que quand on fait un peu de recherche, on fait beaucoup de choses à côté, entre guillemets, de ce que préconise la Fondation. C'est vrai. On est tous un peu comme ça. Entendu. Merci beaucoup. Je t'en prie. Avec plaisir. Je vais continuer. Attends, s'il te plaît, c'est Daniel, là? Daniel? Ouais. La bobine étant circulaire, ça veut dire qu'en fait, dans un déplacement d'un centimètre seconde environ, ça veut dire qu'on fait le tour de la bobine. Non. Et, ah, Tu restes statique devant ta bobine. Crois-moi qu'avec la flamme, là, et puis la conduction du cuivre, ça se passe très bien. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Tu peux faire toi-même l'expérience. Si tu as quelques minutes à consacrer à ça, tu verras que ta bobine, tout va bien. Parce que moi, je les suspends, hein, ouais. toujours suspendus. On verra alors je ne sais pas si c'est un peu plus loin, là, il y a une méthode qui consiste, par exemple, pour les bobines de Magrave, à les poser sur une tôle et puis faire un côté, les retourner et faire l'autre côté. Mais moi, je suis pas fan de tout ça, quoi. Je préfère pendre les bobines. Moi, j'ai appris comme ça au tout début et je pense que c'est une très bonne méthode. Alors, pour des bobines qui sont conséquentes, c'est-à-dire, je pense aux bobines des Magraves, comme tu connais, Daniel, celles que tu as ont été faites à la soude, mais Hum. euh, quand tu as un Magrave en urgence, par exemple, tu vas donc gérer cette méthode avec la lampe à souder. Je conseille toujours d'accrocher les bobines, de faire ce que je dis, c'est-à-dire de placer le chalumeau dans le sens de la progression, c'est-à-dire de l'entrée vers la sortie. Mais comme la bobine a beaucoup d'inertie, même en thermique, tout ça, c'est compliqué parce qu'en plus c'est très ramassé, les spires sont pratiquement jointes. Ce que je conseille là, enfin, c'est même dit par M. Cash, hein, il faut faire le tour, c'est-à-dire que tu fais une face, tu vas avoir tes deux bobines, et après tu fais l'autre face, en respectant bien le sens inverse par rapport à la première face. Est-ce que je suis clair? Tu peux expliquer sur la suivante diapo, Là, la bobine du Maghreb. pardon, là, sur là? Tu avais le suivant Oui, diapo ouais, ouais. pour regarder, tu peux expliquer. Non, Attends, dernier. ouais. Plus avant. Là, celle-là, ici, là. C'est Oui, celle-là. oui. euh, Tu peux ah, annoter, non, voilà. d'avant ou Voilà, alors, après. là, ce que fait l'opérateur, c'est qu'il a commencé, vous voyez ma souris, là? Ouais, ouais. Il est rentré ici, là, ici, là. Il est rentré comme ça. Voilà, donc il a fait la première bobine, et ensuite, il va sur la seconde. Merci, Valis. C'est Valis qui est en train d'écrire dessus, et voilà, c'est parfait. D'accord. Ensuite, on la retourne, mais bon, même si elle est suspendue, on fait le tour, bien sûr, hein. On le suspend à un genre de fil à linge, hein. Il faut faire attention, il faut qu'il soit assez costaud. Et surtout pas en cuivre trop fin parce que il se distend très vite avec la chaleur, hein. OK? Donc, non, non, c'est pas clair pour moi. Donc, il me semblait que tu disais non. Enfin, j'ai cru comprendre que non, comme elles sont suspendues, c'est conducteur et tu es juste sur une Alors, face et ça suit. Et là, tu dis il faut faire le tour. alors, En suspendu, hein, je parle. oui, en suspendu. Donc, je reviens dessus. Une bobine classique, c'est-à-dire une bobine simple, un boudin à ressort, hein, Mhm. ressort. Là, tu peux te dispenser de faire le tour. Elle est suspendue, tu vas pouvoir passer ta flamme, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que même si tu aspires jointive, il y a une telle conduction que ça va faire le tour, il n'y a aucun souci. Ok, Par c'est clair. contre, quand tu vas passer sur une bobine Magrave comme
On vient de voir là, comme c'est qui est sur la diapo, là. C'est un peu plus compliqué parce que dans ces bobines, il y a d'autres bobines, déjà. Et puis ensuite, il y a le sens de cheminement du plasma à l'intérieur du maghraf quand il va fonctionner. Là, je te le refais, donc je rentre par là et je ressors comme ça. D'accord? Donc, tu vas faire un côté et puis tu vas rééquilibrer l'autre côté en faisant le tour avec le chalumeau. Et on ne peut pas les nanocoter avant de les assembler? Non, non, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait un nanocotage, de toute façon, nanocoter, il faut nanocoter des bobines assemblées. Moi, j'ai essayé de faire avec la soude des bobines non assemblées et voir ce que ça faisait après. Il y a toujours un frottement qui est très, très préjudiciable pour les couches, puisque ces couches, elles se dégradent au niveau du frottement et c'est pas bon. D'accord, Daniel? Ah oui, là maintenant c'est clair, oui, je comprends mieux. Merci. Je t'en prie. Je reviens là où j'étais. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, comme le disait Johan tout à l'heure, effectivement, il faut bien faire attention à la couleur. Il a bien insisté, il a raison, c'est qu'il faut de suite, dès qu'on a cette histoire d'arc-en-ciel, de couleur or, c'est bien sûr, hein, il faut rapidement quitter la zone. Alors voilà, justement, ça tombe bien parce que le nanocotage au chalumeau, moi, en remarque importante, je mets de suspendre les bobines plutôt que de les laisser à plat sur une tôle parce que bon, c'est pas bon. Et ensuite, il faut les attraper avec une pince, c'est pas très agréable. Et puis ensuite, on dégrade quand même le nanocotage, hein. Enfin, il y a un risque majeur parce que ce nanocotage à la lampe à souder, il est fragile. Il est fragile. Ensuite, bon, le retournement, on peut avoir un revêtement qui est irrégulier parce que suivant comment on est conditionné, ou un peu distrait, on peut facilement se rater, hein. Moi, je suis contre. Alors, là, je vous ai fait une vue d'une bobine que j'ai faite exprès pour le cours. Le nano-revêtement, eh bien, il se construit, c'est-à-dire qu'on fait des passes, on fait plusieurs passes. Plusieurs passes, moi, par expérience, pour avoir le type de bobine que je vous présente à l'écran, là, c'est une bobine que j'ai faite la semaine dernière pour le cours, parce que je n'en avais pas de très très belle. Là, j'ai fait 20 passes pour avoir un beau revêtement. Voilà. Et donc, pour ces 20 passes, il y a une règle d'or qui est très très importante. Si vous ne la respectez pas, c'est fichu. Il faut vraiment avoir la patience. Il faut attendre que le refroidissement se fasse entre deux passes. C'est-à-dire que vous allez chauffer à plus de 600 degrés. Vous allez faire des couches de carbone, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut laisser revenir à 20 degrés votre bobinage pour que vous puissiez réinitialiser la passe supplémentaire. Parce qu'autrement, ça se dégrade, ça recuit, c'est pas bon, quoi. Voilà, ça se fragilise. Donc 20 passes, moi je sais pas, pour une bobine normale, il faut compter bien 10 minutes de refroidissement, hein, pour que vous soyez à l'aise. Et dans 20 passes, eh bien, ça vous prend soit toute la journée, soit quelques jours. Il ne faut pas être pressé. Mais il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le résultat. Alors, il arrive souvent qu'il y ait une zone que vous avez surchauffée. Ça va vous arriver surtout au début si vous faites des manips, hein. Vous allez voir que vous pouvez rentrer en surchauffe. Alors surtout ne revenez pas dessus, je ne vous le recommande pas, bien sûr, hein. Mais on peut donc vous laisser refroidir et on peut sauver l'opération en refaisant une passe à la bonne température. Voilà. Donc, si je résume un petit peu, il y a deux méthodes de nanorevêtement du cuivre, pardon.
par chauffage à lampe à souder ou par bain de soude. On a des avantages et des inconvénients dans les deux. Par contre, moi, je fais très attention à ce qui est la sécurité, même si je me suis fait blesser plusieurs fois. C'est qu'il faut porter des protections individuelles. Alors, je reviens au chalumeau. On a fait un stage, on a reçu un stage ici pour des personnes avec l'animateur. Et il s'est trouvé qu'on a eu un problème avec un chalumeau qui a pris feu. Il faut faire attention à ça. Alors, ça aussi, c'est une nouvelle expérience. Heureusement, nous avions, c'était dehors, bien sûr, ouais, parce qu'on ne fait pas de chalumeau à l'intérieur. Et c'était dehors, mais bon, on a commencé à mettre le feu un petit peu à l'herbe. Et donc, il faut avoir toujours, s'il vous plaît, un extincteur à proximité. Voilà. Parce que l'extincteur, ça a résolu le problème immédiatement. Bonsoir, c'est Catherine. Moi, j'ai eu un problème avec ce truc. Dis-moi, J'avais Catherine. acheté un petit chalumeau, là, un petit Oui, truc tout neuf. oui. Et la bouteille, je sais pas ce qu'il y a eu avec cette bouteille, elle s'est détachée. Elle a volé dans la maison. Il y Ah, avait la flamme, eh ben, parce que le gaz s'échappait, la flamme, elle suivait le gaz. J'étais en voilà. train de mettre le feu à la maison. J'ai eu les cheveux tout brûlés. Tu as été brûlé? Ben oui. Alors maintenant, je fais ça dehors. Eh oui, il faut le faire dehors, hein. Même pas dans un garage, hein, je vous le dis de suite, hein. Non, moi, je le fais en plein air maintenant. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, c'est dehors. Ou alors avec des multiples précautions. Moi, je le fais dans mon garage, mais j'ai un extincteur à côté. Et puis, je le fais sur une bobine accessoirement, comme celle que je viens de vous montrer là. Mais autrement, c'est dehors, hein. C'est dehors, bon, un peu à l'abri quand même du vent, s'il y a du vent, hein. Bien sûr, hein, ça va vous disperser la flamme, mais il faut faire attention, quoi, vraiment, faites attention. La sécurité, c'est primordial, hein. Le choix de la méthode, eh bien, ça demande de la réflexion suivant les pièces, l'usage des pièces que vous allez, enfin, l'usage que vous allez en faire, quoi, par rapport aux pièces que vous avez revêtues. C'est important. Alors, bon, il y a des moments où on n'a pas de soude, ou alors, bon, après, vous verrez la prochaine fois, il faut des bacs pour la soude, il faut des bacs aussi pour le séchage. Enfin, c'est pas une usine, mais enfin, bon, il faut de la place. Moi, je fais beaucoup de bobinage pour de l'expérience pour la fondation, et il me faut quand même euh, pas mal de bobinage pour faire tout ça, et donc je l'ai fait en série, et ça demande beaucoup de place. Alors que là, avec une petite lampe à souder, vous pouvez vous en sortir pour faire un petit magrave ou un stylo, comme disait tout à l'heure Johan, ou un bracelet de santé. C'est vraiment sympa. Bon, je reviens là-dessus, mais vous allez vite vous en rendre compte si vous faites des manips chez vous, hein. La méthode par chauffage, c'est de l'entraînement et de la précision. Il faut maîtriser ça, et une fois que vous aurez maîtrisé ça, je pense que Johan ne me contredira pas là-dessus. Une fois qu'on a cette maîtrise, eh bien, on sait faire, il n'y a pas de problème, hein. On connaît bien sa lampe, on connaît les températures, on voit la couleur de la flamme est très importante. Vous avez vu dans le diaporama, je vous ai précisé la plage dans laquelle il y a ces fameux 630-650 degrés. Faites l'expérience de vous approcher un peu plus près des 1800 degrés, vous allez voir ce qui se passe. Mais après, n'utilisez pas la bobine pour faire un stylo ou une bobine magrave, hein. Pensez au déplacement. Le déplacement, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment une des règles d'or aussi. Faites un déplacement régulier dans le sens de la circulation et, et vous serez ravis parce qu'à un certain moment, vous allez avoir une pièce qui est très très belle. Alors le revêtement, bien sûr, je l'ai déjà dit, hein, il est quand même, il a un grain très fin, c'est très très beau, mais il est vachement fragile, quoi. C'est-à-dire que si vous le tordez trop ou si vous le choquez, eh bien, vous risquez de le dégrader. Il nous est arrivé une fois de faire tomber, on était dehors en groupe à faire un stage. On avait toutes nos bobines magraves sur un seul fil, bien sûr, hein, ce qu'il ne faut pas faire.
Et donc, bien sûr, au bout d'un certain moment, quand le fil a été bien chaud, eh bien, le fil il a lâché. Donc, vous imaginez bien que toutes les bobines étaient par terre. Et bon, c'était notre premier Magrave et notre première mauvaise expérience, mais qui a été quand même très instructive. Donc, évitez de faire ça. Faites-le dehors avec. Moi, j'utilise maintenant du fil de fer, hein, carrément, hein, pas de fil de cuivre. Fil de fer, tranquille. Si vous avez un voisin qui fait la même chose que vous, ne vous amusez pas à vous tourner vers lui avec le chalumeau allumé, parce que là, vous allez le faire bronzer, hein. C'est comme Catherine avec ses cheveux, il risque d'avoir, votre voisin risque d'avoir des problèmes. C'est embêtant. On n'est pas là pour ça. Alors bien sûr, et n'oubliez pas ça, c'est que de toute façon vous vous en rendrez vite compte, c'est que la méthode par chauffage à lampe à souder n'est pas adaptée pour le traitement des plaques de cuivre. Alors je voulais vous faire une photo parce que de ça, j'ai essayé, mais ça rend rien du tout. La plaque de cuivre elle est noire, mais on ne voit pas qu'à certains endroits il manque des couches, c'est évident. Mais on ne peut pas le voir avec une photo, il faudrait un microscope. Il y avait une belle vidéo sur YouTube. Ah ben écoute, si tu as le chemin, il faut nous l'indiquer. Oui, oui, il y avait une belle vidéo sur YouTube. C'était quelqu'un du groupe tout au début, mais il montre très, très bien. D'accord, ben écoute, je ferai la recherche. Il faut que je regarde, elle est où? Je vais essayer de la retrouver. Ah oui, s'il te plaît, ça m'arrangera. Tu essayes d'y penser pour la prochaine fois? Oui. D'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'espère avoir répondu. Bon, Johan, il n'y a pas de problème. Daniel, j'espère que ça va mieux pour toi. Tu te fais une meilleure idée. Et puis après, ben, écoutez, il y a beaucoup de personnes qui sont muettes. Je vois Corinne, mais Corinne, elle est au courant de tout ça. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, je sais bien. Après, Elia, bon, mais Elia, elle est débutante. J'espère qu'elle nous fera de belles bobines. Daniel aussi. Après, il y a des gens que je ne connais pas. Bon, Balis, lui, c'est un professionnel, Balis. Hélène aussi pourra nous faire de belles bobines. Diane, bien sûr, hein. Et donc, j'espère que ça se passera bien pour vous. Et de toute façon, si vous avez des questions, on pourra en rediscuter la prochaine fois. Ou n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer soit un mail, soit un message sur Messenger. Oui, Joël, j'aurais quand même une petite question. Oui, oui, je t'écoute. Quand on met deux bobines à nano-côté, Oui. d'une manière ou d'une autre, enfin, surtout par rapport au chalumeau, comment Oui. est-ce qu'on sait qu'à l'intérieur de la bobine, c'est bien fait? Ah ben on le voit, hein. Mais tu vois rien à travers la petite bobine à l'intérieur de la plus Alors, grosse bobine. écoute-moi, il y a une chose que tu peux faire. Quand on bobine, tu penses au Magrave là. Oui, par exemple, oui. Bon, alors quand tu fais un Magrave, tu fais une bobine en diamètre 12 et une bobine en diamètre 8. Peu importe, bon, après tu vas les intégrer l'une dans l'autre. Oui. Moi, ce que je te conseille, et c'est conseillé aussi par la Fondation, c'est que tu peux écarter délicatement les spires. Ça, tu peux le faire. Ah ouais. Et de toute façon, tu le vois, hein. Moi, j'ai l'habitude. Tu peux écarter un petit peu les spires parce que de toute façon, elles vont être écartées quand tu vas intégrer ta bobine sur le plateau de l'étage du Magrave. Ah oui, 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 oui. Voilà. D'accord. Mais il ne faut pas trop les écarter parce que sinon elles se remettent Non, bien, quoi. non, 1 millimètre, quoi. Tu vois, tu as déjà fait des Magraves, tu sais très bien l'écartement qu'il y a, c'est de l'ordre du millimètre. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Merci bien. Mais je t'en prie, avec plaisir. Joël, Oui, Johan. c'est Johan. Donc, si je peux répondre aussi à la question pour savoir si un nanocotage est bien fait ou pas, comment savoir, mis à part avec le visu, il est possible de le vérifier avec un multimètre, hein. Oui. Donc avec le mode, il me semble que c'est le mode Home,
Et que ça doit afficher le 1 de l'infini, c'est-à-dire que le cuivre n'est plus conducteur directement. C'est ça. Mais encore une fois, ça, Johan, c'est pas dit par Monsieur Cash. C'est un constat qu'on fait quand, en tout cas, on fait ce nanocoating. C'est ça, mais tu as raison, hein. Mais moi, je peux pas, à travers ce cours, dire ça. C'est pour ça que je fais ce commentaire moi-même. D'accord, ok. Mais tu as raison, moi je le fais hein, aussi. Je le fais. Peut-être que la prochaine fois, au niveau de la soude, on aura aussi des commentaires personnels à faire parce qu'il y aura beaucoup à dire hein, sur la soude. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Bon, alors. Bon, merci pour votre écoute, ça c'est évident, hein. Je suis ravi de vous avoir avec moi ce soir. Le 31 octobre, eh bien, on passera à la méthode à la soude, préconisée par M. Kesch, c'est-à-dire que c'est la soude chaude. On verra qu'il y a d'autres types de traitements. Je pense qu'on en parlera en aparté. Johan, je pense que tu as aussi des expériences là-dessus, moi aussi. Donc, on pourra vous aider par des astuces et des choses un petit peu qui débordent le cadre légal, on va dire. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. Alors, j'espère que vous avez appris des choses. Et puis, les autres, certaines personnes, je sais qu'ils savent déjà tout ça. Mais c'est toujours intéressant quand même de revenir aux sources parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Internet et qui ne sont pas forcément carrées, hein. J'ai encore vu des choses cette semaine à propos de Gans qui ne fonctionnent pas, c'est évident, quoi. Voilà. Mais bon, les gens ne lisent pas les cours ou font du survol et c'est pas très bien, quoi. Il faut prendre le temps de, de lire les cours de base, de les relire, parce que dans ces cours de base, il y a souvent un dialogue qui est fait. Par exemple, pour les gars, c'est Sandor qui s'occupait de ça. J'espère qu'il va aller mieux, le pauvre, parce qu'il est très malade. Et bon, moi, j'ai beaucoup appris avec lui. Et c'est très important tout ce qu'il dit, parce qu'en plus, je vous conseille vraiment de suivre ces cours qui sont disponibles. Si vous ne les avez pas la prochaine fois, envoyez-moi vos mails, je vous les enverrai en format PDF. Vous pourrez les lire. Et ce qu'il y a de très intéressant dans ces cours, c'est qu'il y a toujours des questions-réponses. C'est-à-dire que, bon, c'est un peu comme ici ce soir, il y a des gens qui posent des questions. Et lui, il y répond. Et moi, j'ai traduit les 10 premiers opus. Il y en a 12. Je finirai l'hiver prochain parce que c'est un gros boulot. Par contre, je vous conseille vraiment, pour les débutants, hein, je vous conseille vraiment de suivre ces cours. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Je crois que je vais m'arrêter. Merci Joël. C'est avec plaisir, hein. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, écoutez, si vous n'avez plus d'autres questions, je pense on va se quitter. Une bonne soirée à toi. Merci à tous d'être ici. Merci à toi. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Je compte sur toi, hein. Oui, je suis en train de chercher déjà. C'est génial. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Allez.